Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Dernière Paléo News de l'année, on va faire ça détente, on va faire ça relax, c'est les vacances, on va pas parler de sujets qui font polémique, on va pas parler d'actualités qui donnent pas le smile, on va rester léger. Et pour commencer léger, pourquoi ne pas commencer par le plus gros pliosaure jamais découvert jusqu'à présent, nouvelle annoncée dans la BBC, par la BBC, un pliosaure dont vous voyez le crâne ici, un crâne qui fait quasiment 2 mètres de long, si on en croit ce qui a été rendu public jusqu'à présent. Alors, ça n'a pas été publié dans la littérature scientifique, c'est la première chose qu'il faut dire à propos de ce crâne de pliosaure, avant même de parler de ce que ça pourrait rajouter scientifiquement parlant à nos connaissances, c'est que pour l'instant on n'en sait rien en réalité parce qu'il n'a pas été publié scientifiquement. Il y a un documentaire qui va apparaître en janvier avec David Attenborough, donc qui va être rendu public en janvier, mais bon, l'histoire nous a appris qu'il fallait se méfier de ces découvertes qui ont été annoncées dans des documentaires avant d'être annoncées dans la littérature scientifique. Si vous voyez mon regard se diriger tout droit vers Netflix, n'est-ce pas ? Voilà, j'ai un petit pincement de méfiance face à ce documentaire, parce que justement, déjà, on nous annonce des grandes découvertes scientifiques dans les médias avant de nous l'annoncer dans les revues scientifiques. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez voir dans ce documentaire, rien de ce que vous allez voir dans ce documentaire n'aura été passé au crible de la revue par les pairs. Et par exemple, vous voyez, la première chose que je redoute, la première chose qui semble confirmer mes craintes, si vous regardez un petit peu ce museau, c'est le museau de cet animal ici. Je vous ai même trouvé une petite photo avec un zoom. Regardez la beauté de ce fossile, regardez la beauté de ses dents. Oui, mais c'est pas comme ça que le fossile a été découvert. Le fossile, il faisait cette gueule-là quand ils l'ont découvert, et c'est confirmé dans cette vidéo de la BBC, où justement ils font la pub de leur documentaire à venir. Vous avez donc des gros plans sur le crâne tel qu'il a été présenté dans les médias, avec on voit très très bien, vous voyez, ces énormes dents magnifiques. Mais voici la vidéo qu'ils ont tournée le jour de la découverte. Et ces dents n'existent pas sur le fossile original. Ces dents, c'est du rajouté, ce n'était pas là à la base. Alors, le reste du fossile a été exploité à même la falaise. Ça, c'est le morceau qui était tombé. Donc, c'est le bout du museau qui était tombé, et le reste, comme vous voyez ici, a été exploité à même la falaise. Donc, je ne doute pas que le reste de ces chicots, donc ceux qui sont pas sur le museau, vous voyez, ceux qui sont au niveau des mâchoires ici, là, je ne doute pas que ces chicots, eux, soient réellement là, mais il y a quand même d'ores et déjà, vous voyez, là, ce que je redoute, c'est que tous ces chicots-là soient faux, et ceux qui sont là soient vrais. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, on voit déjà des petites accommodations avec la réalité. Vous voyez ? Il y a deux, trois petits aménagements de la réalité qui ont été faits pour ce documentaire avant même la publication scientifique du spécimen. J'ai des craintes. Mais oui, effectivement, si tout cela se confirme bel et bien, nous serions face au pliosaure le plus grand jamais découvert, puisque Chronosaurus a un crâne d'à peu près 1m60, 1m70, je crois, de long. Celui-là, si on en croit encore une fois ce qui est sorti dans la presse, mais c'est pas de la littérature scientifique, la presse, il aurait un crâne d'à peu près 2 mètres de long. Ce que je suis prêt à croire étant donné ce qu'on voit là, vous voyez, l'échelle du crâne par rapport à ces messieurs-dames. Je veux bien croire qu'il approche les 2 mètres de long. Ceci étant dit, après c'est peut-être la caméra qui déforme, mais là si je vois en imaginant le monsieur s'allonger à côté de la bestiole, j'ai du mal à voir ce crâne être plus long que le monsieur là. Et le monsieur là, s'il est un humain normalement constitué, il fait entre 1m60 et 1m80. Enfin, normalement. Dans la moyenne, j'entends. Vous n'êtes pas anormal si vous faites 1m90. Quoique, si on en croit les gens qui font la théorie du complot des géants, les gens qui font plus d'1m90 descendent d'une race d'Atlante ou je sais pas quoi. Mais bref, je m'égare. On verra la littérature scientifique. Ça sent le soufflet qui va retomber. Moi, voilà, mon pronostic, quand la publication scientifique arrivera, c'est que ça sent le soufflet qui va retomber, ça sent le crâne qui au final sera pas si grand que ça,
qui fera pas les 2 mètres annoncés, qui fera peut-être 1m70, 1m80, le rendant équivalent du coup à Chronosaurus, et donc ce serait pas le plus grand pliosaure jamais découvert, ce qui ne changerait pas à la beauté de la découverte, soyons tout à fait honnêtes. Un autre problème que je vois se profiler à l'horizon, c'est que ce monsieur qui est donc le découvreur du fossile n'est pas paléontologue rattaché à un institut de recherche. C'est un amateur, enfin c'est un collectionneur du coup. Est-ce que le fossile du coup va rester dans sa collection privée s'il s'agit d'une nouvelle espèce, et ça a l'air d'être le cas parce que là cette crête sagittale ici apparemment c'est unique parmi les pliosaures, donc ça aurait tendance à suggérer que ce truc est une nouvelle espèce. Donc est-ce que s'il s'agit réellement d'une nouvelle espèce, est-ce que du coup on va faire une entorse à la règle qui veut que les nouvelles espèces doivent finir dans des institutions publiques? Et est-ce que ça va rester du coup dans la collection privée de ce monsieur? Je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a déjà au moins 2 raisons de dire que ça sent le soufflet qui va retomber. Quelque chose de bien. Mais on attend de voir du coup le documentaire. Et on attend de voir une publication scientifique, on l'espère. Bon, donc du coup on en reparlera. C'est à peu près certain qu'on en reparlera de celui-là. Et puis pour information, il aurait 150 millions d'années. Jurassique supérieur, donc de l'Oxfordien, en tout cas c'est... Si on en croit les dates qui ont été données encore une fois dans les médias, Oxfordien, c'est cohérent avec le fait que ça a été retrouvé dans les falaises d'Angleterre, quoi. Hein. Voilà, donc on attend du nouveau à propos de ce pliosaure qui, on l'espère, ne sera pas une déception. On espère que ce sera pas une déception, mais de toute façon une déception ça en est déjà une puisque on vient de se faire souffler le titre du plus gros pliosaure. Mesdames et messieurs, ce pliosaure de la BBC, à quelques jours d'intervalle, nous a soufflé le titre de plus gros pliosaure. Non, j'en rajoute un petit peu, mais quand même, la revue Scientific Reports, donc une des revues attachées à Nature, une revue prestigieuse, venait de publier, quelques semaines auparavant, un nouveau pliosaure du Jurassique de France, de Lorraine, et il s'appelle du coup l'Orénosaurus. L'Orénosaurus, ici, vous voyez son petit nom ici, l'Orénosaurus keileni, venait tout juste d'être décrit sur la base de jolis fragments, comme vous pouvez voir, et notamment une mandibule complète, qui rivalisait en taille, du coup, avec parmi les plus grands pliosaures connus. Regardez le gigantisme de cette mandibule, la barre d'échelle à 10 cm. Les tailles ici, donc la mandibule avec une longueur de 1m30 à 1m50, faisait de l'Orénosaurus un pliosaure plus grand que Simolestes, dont la mandibule fait un peu moins d'1 mètre, et à peu près aussi grand, légèrement moins grand que Megacéphalosaurus, donc la méga grosse tête, c'est plutôt clair comme nom, à 1m70, et donc Chronosaurus qui est à peu près par là aussi, quoi. Chronosaurus qui est à peu près par là aussi, donc Megacéphalosaurus et Chronosaurus continuent de se battre toujours pour le plus gros crâne. On verra ce que deviendra ce nouveau pliosaure découvert et annoncé par la BBC dont je viens de parler. Mais en tout cas, on commençait à avoir un contestant au titre, quoi. Regardez cette beauté là, on avait un prétendant au titre de plus grand pliosaure et on se l'est fait souffler en moins de quelques semaines, quoi. C'est rageant. C'est super rageant, mais cette étude, heureusement, elle ne fait pas que présenter l'Orénosaurus, qui d'ailleurs date du milieu du Jurassique, du Bajocien, donc il est un peu plus vieux quand même que celui annoncé par la BBC, un petit peu plus vieux d'une vingtaine de millions d'années, on est à 170 millions d'années à peu près, on est tout en haut du Bajocien, donc peut-être un peu moins de 170 millions d'années. Et ce l'Orénosaurus, donc, il est accompagné d'une étude plutôt intéressante des dents et de la diversité dentaire chez les pliosaures. Et c'est ce qui est résumé ici sur ce graphe. Alors c'est un peu péchu comme façon de présenter les choses, mais en gros, vous avez ces 2 axes vertical horizontal qui vous représentent la diversité morphologique dans une unité complètement arbitraire que vous n'avez pas besoin de comprendre pour comprendre le graphe. C'est qu'en gros, plus un ensemble de points prend de la place sur le graphe, plus vous avez de la diversité alimentaire, parce que c'est quelque chose qui a été fait sur les dents. C'est une étude qui a été faite sur les dents des pliosaures, donc ce qui représente techniquement la diversité alimentaire. Donc ça peut être du poisson, ça peut être d'autres vertébrés,
plus grands, je veux dire, hein, comme des tortues par exemple, ou ça peut être des bélémnites ou des ammonites ou d'autres animaux, des animaux complètement mous aussi, ça peut être des pieuvres. Donc en fonction de si vous mangez des trucs complètement mous, ou des trucs avec une colonne vertébrale, ou des trucs avec une coquille comme des ammonites, vous n'allez pas avoir la même morphologie dentaire. Vous imaginez bien que pour écraser des ammonites, il faut des dents bien rondes, alors que pour attraper des petits poulpes vachement glissants, il faut avoir des dents plutôt très pointues comme des harpons, quoi. Pointues et crénelées comme des harpons. Donc tout ça, ça va refléter sur l'anatomie dentaire. Et donc ce qu'il faut voir sur ce graphe, en réalité, c'est que plus un groupement prend de la place dans ces deux axes, occupe de la surface entre ces deux axes, plus la diversité des dents et donc la diversité de régime alimentaire est grande. Et ce qu'on voit, c'est que au début de leur évolution, ici, les pliosaures occupent un petit espace et que cet espace s'agrandit d'abord à la fin du Jurassique, ici, avec ce triangle, puis encore plus au Crétacé. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est le truc hyper transparent qu'on voit à l'arrière là, mais au Crétacé, ça occupe encore plus de place. Donc cet article, il met aussi en évidence la diversification des pliosaures, et donc ce nouveau pliosaure, l'Orénosaurus, augmente quand même pas mal la diversité de nos pliosaures, de nos tout premiers pliosaures du début milieu jurassique. On reste dans le Mésozoïque avec l'Afrique du Sud maintenant, où cette étude publiée dans PLOS ONE révèle des empreintes, beaucoup d'empreintes qu'on trouve dans le Trias, le Trias supérieur d'Afrique du Sud, donc des empreintes qui appartiennent d'Afrique du sud de l'Afrique devrais-je dire, parce que c'est le Lesotho en l'occurrence. Mais c'est vrai que Afrique du Sud, Afrique australe, Afrique australe c'est chiant à dire, donc je préfère dire Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud c'est le nom du pays, donc c'est le nom d'un pays. Mais oui, c'est l'Afrique australe et plus particulièrement donc le Lesotho. Et donc dans ce Lesotho, on a des empreintes qui appartiennent à certains des plus anciens dinosaures du monde, et notamment on a des empreintes qui ont des proportions au niveau des doigts qui suggèrent que peut-être ça appartiendrait à des oiseaux. Alors, c'est d'autant plus intéressant en réalité que on avait déjà des possibles empreintes d'oiseaux qui avaient été découvertes dans l'étangien en France, l'étangien des Causses du Larzac, qui nous avait donné des empreintes de possibles oiseaux aussi. L'étangien, c'est le tout début du Jurassique. Bon, le problème, c'est que ces empreintes d'oiseaux la fin du Trias de l'Afrique australe, du Lesotho, n'ont pas de quatrième doigt. Parce que vous voyez la différence entre des empreintes d'oiseaux et des empreintes de dinosaures, c'est que les empreintes de dinosaures ont toujours 3 doigts, alors que, sauf si elles sont très 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 profondes, et dans ce cas-là, le petit ergot là qu'ils ont à l'arrière va s'imprimer dans la boue, mais il faut vraiment que l'empreinte soit très très profonde. Mais généralement, les empreintes de dinosaures n'ont que 3 doigts. Enfin, le dinosaure théropode, j'entends, hein, évidemment. Venez pas me parler de Diplodocus, on n'est pas là. Hein. Mais les empreintes d'oiseaux, elles, normalement, ont 4 doigts. Si vous regardez n'importe quelle empreinte, des oiseaux qui sont relativement volants, évidemment, parce que les oiseaux coureurs ont 3 doigts, voire 2 pour les autruches. Mais en gros, ouais, c'est la différence majeure entre l'empreinte de dinosaure moyenne et l'empreinte d'oiseau moyenne, c'est la présence de ce 4e doigt. Regardez les empreintes de pigeons, par exemple, il y a un 4e doigt, parce que les oiseaux ont redéveloppé cette espèce d'ergot dont je parlais tout à l'heure, pour attraper les branches. Là, ça leur donne la capacité d'agripper comme ça. Donc ce 4e doigt, qui est en réalité le premier, c'est le pouce, enfin c'est le gros orteil, s'imprime normalement dans la boue quand vous avez des empreintes d'oiseaux. Donc là, on n'a pas ce 4e doigt, donc c'est difficile quand même d'être sûr qu'il s'agit d'empreintes d'oiseaux, et du coup, d'où le nom aussi, d'où le fait qu'ils utilisent le mot bird-like, donc ça ressemble à des oiseaux, mais en réalité, on ne peut pas dire que ce sont des empreintes d'oiseaux. Mais si ces empreintes bird-like appartiennent bel et bien à des oiseaux, alors ce seraient les plus anciens fossiles d'oiseaux, datant du Trias, du coup, du Trias supérieur, c'est-à-dire de l'époque où, justement, les analyses génétiques placent l'origine des oiseaux, parce que les analyses génétiques des oiseaux modernes et des crocodiles placent la racine évolutive des oiseaux au Trias. En réalité, pas au Jurassique. Le premier fossile d'oiseau, ça reste encore aujourd'hui Archaeopteryx, 150 millions d'années du coup au Jurassique.
Mais normalement, on devrait trouver des fossiles d'oiseaux jusqu'au Trias, mais on ne les trouve pas. Et donc peut-être que ces empreintes bird-like, si elles appartiennent effectivement à des oiseaux, pourraient être les traces de ces tout premiers oiseaux qui sont apparus. Et donc peut-être qu'aussi en France, du coup, ces empreintes qu'on a dans le Larzac pourraient être elles aussi des empreintes d'oiseaux. Et la différence entre les empreintes qu'on a dans le Larzac au début du Jurassique et ces empreintes du sud de l'Afrique, c'est que celles qu'on a dans le Larzac, elles ont un 4e doigt. Bah peut-être qu'on a des oiseaux jusque dans le Jurassique et jusque dans le Jurassique inférieur et peut-être même jusqu'au Trias supérieur. Mais bon, bah, on attend de trouver les squelettes. Hein, il nous faut des squelettes. Donc du coup, on est sur des découvertes qui posent encore plus de questions et qui nous forcent à aller chercher encore plus de fossiles. Oh, comme c'est dommage. Allez, à la recherche des squelettes des premiers oiseaux. Mais évidemment, la nouvelle qui a fait le plus de bruit pendant ce mois de décembre, ça a été la publication dans la prestigieuse revue Science Advances d'un juvénile de Gorgosaurus nous provenant d'Amérique du Nord, de la fin du Crétacé d'Amérique du Nord, publié par des grands noms de la paléontologie des tyrannosauridés, hein, Erickson et Philippe Curie, entre autres grands noms. Et ce Gorgosaurus, alors Gorgosaurus c'est qui déjà, hein, c'est un tyrannosauridé. C'est un tyrannosauridé un petit peu plus petit que Tyrannosaure, c'est ce qu'on peut faire de plus Tyrannosaurus sans être Tyrannosaurus quoi en gros, hein, c'est plus ou moins ça. Mais sa biologie était très très similaire à Tyrannosaurus et la raison pour laquelle il est tout petit sur cette image ici, là, cette reconstitution, bah c'est parce que le spécimen décrit dans cet article est un juvénile et ce n'est pas n'importe quel juvénile de Gorgosaurus. Ce Gorgosaurus, c'est un juvénile qui a un contenu stomacal préservé dans sa région abdominale. Alors ce contenu stomacal, comment on sait que c'est un contenu stomacal et pas juste des ossements, vous voyez, dispersés aux 4 vents et qui ont fini par coup de bol à cet endroit-là? Bah parce que sur sa surface, vous voyez, il y a ces petites vaguelettes ici que vous voyez là. C'est de la dissolution due à l'acide de l'estomac du Gorgosaurus. Savoir que c'était des broyeurs d'os, les tyrannosauridés. Donc ça, c'était capable de tout digérer. Et contrairement aux rapaces modernes, il y a tout qui passait au travers. Ça recrachait pas les os, les tyrannosauridés, ça tout passait au travers. On a d'ailleurs des crottes hein, de tyrannosauridés qui contiennent des petits morceaux d'os broyés et à moitié dissous, voilà, qui montrent très bien que tout était digéré, qu'il ne recrachait pas, il ne faisait pas de pelote de réjection, contrairement à ce que font les rapaces modernes. Donc on a ce contenu stomacal confirmé d'un Gorgosaurus juvénile, contenu stomacal qui se compose de 2 paires de jambes, puisque vous voyez ici qu'il y a un tibia, 2 tibias, 3 tibias, donc s'il y a 3 tibias, c'est qu'il y a au moins 2 paires de jambes. Hein. Vous voyez ici, donc il y a même 2 fémurs de ce côté-là, donc on a une paire de jambes ici en vert et 2 tibias ici, donc une paire de jambes ici en bleu. Et qui devait appartenir à 2 petits dinosaures qui s'appellent des Kenagniatidés. Les Kenagniatidés du genre Cipites, qui sont un peu comme des oviraptors, quoi. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble à des petits oviraptors à peu près. Et qu'est-ce que tout ça nous apprend? Bah déjà, ça nous apprend des choses sur ce que mangeait Gorgosaurus, et notamment ce que mangeaient les Gorgosaurus juvéniles. Parce que figurez-vous que y a des hypothèses qui s'affrontent. Et ces hypothèses qui s'affrontent, c'est celles que soit les Gorgosaurus chassaient avec leurs moments et leurs popos, et du coup mangeaient des grosses proies, quand ils étaient juvéniles, hein, du moins j'entends. Ils mangeaient les grosses proies avec du coup le reste d'une petite meute, hein, donc ils chassaient en meute. Et il y a la théorie qui consiste à dire que les Gorgosaurus juvéniles occupaient l'espace écologique qui n'était occupé par aucune autre espèce, puisque à l'époque, au Crétacé, il n'y a que des petits chasseurs comme les droméosaures et de très grands chasseurs comme les adultes, les tyrannosaures adultes. Et il n'y a pas vraiment d'espèces entre les deux qui occupent l'espace de chasseurs de taille moyenne. Et donc il y a l'hypothèse qui consiste à dire que peut-être en réalité ces juvéniles de tyrannosaures comme ce Gorgosaurus occupaient cet espace écologique, cette niche écologique de chasseurs de taille moyenne. Et bien là, nous avons devant nous une preuve qui soutient l'hypothèse numéro 2, celle que notre Gorgosaurus chassait seul des proies de taille moyenne.
Donc sachant que des proies de petite taille, ça va être des lézards ou des petits oiseaux par exemple. Là, ce sont des proies de taille moyenne, et il devait les chasser seuls. Pourquoi ? Parce que elles sont trop petites pour avoir été partagées avec d'autres individus. Vous imaginez bien que dans tous ces documentaires où vous voyez, et c'est devenu absolument partout, maintenant dans tous les documentaires, ce que vous voyez, c'est un tyrannosaure adulte et 2 tyrannosaures juvéniles. Je ne compte plus le nombre de documentaires où on voit ça, mais un tyrannosaure adulte, 2 tyrannosaures juvéniles, et les juvéniles font rabatteur pour le tyrannosaure adulte. C'était déjà là c'est un truc qu'on voyait déjà sur la Terre des dinosaures et qu'on voit encore aujourd'hui, par exemple dans Préhistorique Planète ou dans le documentaire Netflix dont on a parlé récemment. C'est devenu omniprésent comme théorie. Bien, sachez, mesdames et messieurs, que ça reposait sur du rien. C'était une hypothèse, c'était vraiment juste une théorie qui avait été un peu jetée comme ça, sans trop de preuves. Et donc là, on a une preuve physique que un tyrannosaure juvénile de taille moyenne s'en est pris à des petits animaux, des animaux qui en réalité étaient trop petits pour avoir été partagés. Et c'est exactement ce qu'ils disent dans l'article, donc je ne l'invente pas, voilà. C'est écrit juste ici. La découverte présente, même si ce n'est qu'un seul spécimen, nous révèle que ce petit Gorgosaurus a chassé seul des proies de petite taille, car elles étaient trop petites pour être partagées par des conspécifiques, donc des membres de son espèce. Maintenant, vous pouvez faire les hypothèses ad hoc que vous voulez pour continuer à essayer de sauver la théorie de la chasse en meute, la théorie des rabatteurs. Vous pouvez faire des hypothèses ad hoc, genre on n'a pas la preuve qu'il n'y avait pas d'adultes avec eux, ou on n'a pas la preuve qu'il n'y avait pas d'autres tyrannosaures juvéniles avec lui. Bon, ceci étant dit, il n'y a pas de traces de dents de tyrannosauridés adultes sur ces os, donc on peut quand même, avec une certaine confiance, faire l'hypothèse qu'il n'y avait pas de tyrannosaure adulte avec ce juvénile, puisqu'il n'y a pas de traces de dents de tyrannosaure adulte dessus. Mais combien d'hypothèses ad hoc êtes-vous capable ? Ad hoc, ça veut dire basé sur du vent, c'est pour qu'on soit bien d'accord. Combien d'hypothèses basées sur du vent vous allez être capable de me sortir dans les commentaires pour continuer à sauver la chasse en meute ? Ça, je suis curieux. Ou alors, ça veut juste dire qu'on s'est fait nourrir de documentaires qui nous racontaient des choses sorties de nulle part, ou en tout cas qui n'étaient que des théories et qui attendaient qu'on découvre des preuves pour les étayer ou les disqualifier. Ceci, mesdames et messieurs, est une preuve qui va plutôt dans le sens de la disqualification. Le principe de parcimonie, l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas un autre animal là. Parce qu'il y a une très bonne raison de penser qu'il n'y avait pas d'autres animaux ici. C'est que justement les proies sont trop petites. Et à l'inverse, il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait d'autres animaux avec lui. Le principe de parcimonie impose l'économie d'hypothèse, et l'économie d'hypothèse ici, c'est l'économie d'acteurs pour lesquels on n'a pas de preuve qu'ils étaient là quand ceci s'est produit. Bon, tout ça étant évidemment établi qu'il faut partir du principe qu'ils chassaient, que ces restes ici n'ont pas été charognés. Quelles sont les choses qui pourraient nous faire penser que ces éléments n'ont pas été charognés ? Bon, déjà parce qu'on sait que les tyrannosauridés de manière générale chassaient. On a maintenant quand même pas mal de preuves par ailleurs que les tyrannosauridés chassaient et n'étaient pas que charognards. Ceci dit, ça n'exclut pas que ces restes-là en particulier aient été charognés. Ce qui suggère que ça n'a pas été charogné, c'est que ce sont des cuisses. Là, si vous voyez les reconstructions qui sont faites ici, voilà, c'est les bons cuisseaux charnus là qui ont été bouffés, pas les parties cracraboudin avec plein d'os comme la tête, voilà, les côtes, les vertèbres, voilà. Bon, il y a un petit bout de queue quand même, c'est un morceau cracra la queue, hein. Mais voilà, c'est quand même des morceaux, c'est quand même des bons cuisseaux quoi, des bouts de choix, j'ai envie de qualifier ça. Donc il est possible que voilà, ça veut dire que ce Gorgosaurus, il était le premier sur la scène en fait. Les charognards généralement, il leur reste pas des bons cuisseaux comme ça à manger. Bon, il s'est quand même enfilé toute la guibole, donc c'est pas impossible non plus qu'il soit arrivé après la bataille et se soit enfilé les guiboles entières alors qu'il y avait plus tellement de viande dessus. Ça c'est vrai. Donc il faut admettre quand même que ça a été chassé et pas charogné, mais si on admet que ça a été chassé,
alors la chasse en solo est l'hypothèse la plus parcimonieuse. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Et du coup, ça confirmerait l'hypothèse que les tyrannosaures juvéniles, les tyrannosauridés juvéniles, remplissaient la niche écologique des chasseurs de taille moyenne dans leur environnement où il n'y avait pas de chasseurs de taille moyenne à part des tyrannosaures juvéniles. Ce qui était quand même pas une mauvaise théorie, hein, vous en conviendrez. Donc c'est un fossile qui est très très intéressant et je vous invite à aller lire cet article parce que il remet du coup pas mal de choses en question et je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur les théropodes ne chassez pas en meute si vous ne l'avez jamais vu parce que j'ai fait 45 minutes de vidéo pour expliquer qu'on avait zéro preuve que les théropodes chassaient en meute. Par ailleurs. Bah, si on parle de tyrannosaures, on parle de Jurassic Park ou on parle pas de Jurassic Park? Bon, et si on parle de Jurassic Park, bah on parle de moustiques dans l'ambre. Eh oui mesdames et messieurs. Le plus vieux moustique dans l'ambre, découvert dans l'ambre du Liban, daté du Crétacé inférieur. Je vais vous montrer la petite frise chronologique, voilà, hein, Libanoculex, hein, littéralement le moustique du Liban, du Crétacé inférieur, mais surtout le plus vieux moustique mâle. Le plus vieux moustique mâle, parce que quand on regarde sa petite tête là, vous voyez, ici, là, notre moustique ici, eh ben, il a des grandes antennes plumeuses. Et ces grandes antennes plumeuses, là, qu'on voit très très bien ici, ça, c'est typique des moustiques mâles. Ils se servent de leurs grandes antennes plumeuses pour capter les phéromones des femelles, justement. Mais par contre, ce qu'il y a de marrant, c'est que notre moustique mâle, il a aussi un rostre-piqueur. Donc il a le petit appareil qui lui sert à pomper du sang. Et ça, c'est pas banal chez les moustiques, parce que normalement, vous savez que chez les moustiques, c'est les femelles qui pompent le sang. Elles font un repas de sang afin de pouvoir faire des œufs. Enfin, de pouvoir apporter de la nourriture pour leurs œufs. Là, on a un moustique mâle du Crétacé qui nous indique que les moustiques mâles du Crétacé, ils pompaient du sang aussi. En tout cas, ils avaient au moins l'appareillage pour pomper du sang. Ça veut pas dire qu'ils le faisaient forcément, d'autant que vous pouvez voir que ce rostre-piqueur, il est pas très très long non plus. Mais ils avaient quand même l'appareillage pour pomper du sang. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Vous voyez, il y a même deux petites dents, là, au bout de deux petits crochets, au bout de son rostre-piqueur. Là, c'est assez effrayant, pour dire les choses comme je les pense. Vous voyez, ces deux crochets, là, qui sont redessinés ici. Donc bref, ils avaient quand même cet appareillage, et donc, tout se passe comme si ce moustique, en fait, du Crétacé, appartenait, en fait, si vous voulez, à un morphotype où en fait les mâles n'étaient pas encore super distingués des femelles comme le sont les moustiques modernes. Et ça c'est très intéressant, ça veut dire que c'est un peu une réminiscence en fait du plan anatomique ancestral des moustiques où mâles et femelles devaient tous les deux avoir des rostres-piqueurs et c'est seulement après en fait que le rostre-piqueur a été perdu chez les mâles. Et alors ce qu'il suggère en plus dans cet article, c'est que comme il y a encore quelques rares espèces de moustiques aujourd'hui qui ont encore des mâles avec des rostres-piqueurs, ce qu'il suggère dans cet article, c'est que peut-être même c'est arrivé plusieurs fois au cours de l'évolution des moustiques, cette perte du rostre-piqueur chez les mâles. Et d'ailleurs, au passage, on soulignera la présence du français André Nel parmi les auteurs, donc on lui souhaite nos félicitations. On entre maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo, on va se faire un petit best-of des news de 2023, parce qu'évidemment c'est la fin de l'année, donc on va se faire un petit récapitulatif des grandes découvertes ou des découvertes les plus surprenantes qui ont été faites cette année, et la première que je voulais vous repartager, c'est évidemment la découverte de Vielasia dans les phosphorides du Quercy. Vielasia qui est une nouvelle espèce de chauve-souris découverte dans le Quercy en France, et qui résout pas mal de questions sur l'origine des chiroptères, des questions qu'on se posait sur l'origine des chiroptères. Donc j'en ai fait une vidéo à part entière qui s'appelle l'évolution des chauves-souris, tout simplement. Donc si vous voulez savoir ce que nous apporte Vielasia sur l'évolution des chauves-souris, allez voir cette vidéo, mais en gros, Vielasia et la phylogénie qui a découlé de l'étude de Vielasia surtout, nous montre quand l'écolocation est apparue au sein des chauves-souris, nous montre que les premières chauves-souris pouvaient voler, mais n'avaient pas encore d'écolocation, ou d'écolocalisation si vous préférez. Donc c'est un fossile qui est très très intéressant, qui est très très bien préservé, qui nous vient des phosphorides du Quercy. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Évidemment, toutes les vidéos que je vais vous présenter maintenant, je les ai mises dans la section description pour que vous puissiez aller les voir si vous les avez ratées. Dans la section What the fuck, les idées et les découvertes les plus surprenantes qui ont été faites cette année, on a évidemment le T-Rex malin comme un singe, issu d'un article
d'un article qui a été publié au début de l'année dernière et qui nous disait en fait que les tyrannosaures avaient autant de neurones que des chimpanzés, en se basant sur la taille du cerveau des tyrannosaures. Le cerveau des tyrannosaures est suffisamment gros pour avoir contenu autant de neurones que celui d'un chimpanzé. Du coup, les tyrannosaures devaient être quand même super intelligents. Et évidemment, tout ça appliqué à la taille de cerveau de plein de dinosaures, comparant donc les dinosaures à des différentes espèces de singes, suggérant ainsi par là même que évidemment ces dinosaures étaient d'une intelligence tout à fait remarquable. Oui, mais cela ne marche que si le nombre de neurones est directement corrélé à l'intelligence. Or, étant donné le nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau d'une baleine, et c'est ce que j'avais fait remarquer dans la vidéo, les baleines devraient être vachement plus intelligentes que nous. Le fait est que voilà, sachant qu'en plus les signes d'intelligence on les voit bien chez les dauphins par exemple. Les baleines qui ont des cerveaux beaucoup plus gros que les dauphins, donc beaucoup plus de neurones que les dauphins, on devrait voir des signes d'intelligence beaucoup plus évidents que chez les dauphins. Et le nombre de neurones étant beaucoup plus élevé chez les baleines que chez l'être humain, notamment les baleines bleues ou les cachalots par exemple, qui ont des cerveaux qui peuvent atteindre 9-10 kilos, normalement, leur intelligence devrait pas faire un pli, voilà, et on est toujours en train de débattre sur sont-elles réellement intelligentes ou pas ces baleines. Bon, donc c'était juste pour souligner que faire le raccourci entre nombre de neurones et intelligence, c'est un raccourci, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc c'est ce que la comparaison ici, vous voyez, entre le cerveau de ces dinosaures et celui de ces primates, elle fait ce raccourci-là entre nombre de neurones et intelligence. Non, le nombre de neurones n'est pas directement lié à l'intelligence. Certes, ça va jouer un rôle, on est d'accord, mais ce n'est pas lié à l'intelligence, et surtout, il faut considérer, encore une fois, le poids. On ne s'attend pas à ce qu'un gros animal ait autre chose que des gros organes, y compris un gros cerveau. Donc tout ça, ça a formé la base d'un article qui a été très décrié. Je vous invite à aller voir le Paléo News en question pour en entendre plus parler. Il y avait eu aussi du coup le Dincleosteus en début d'année, le Dincleosteus qui avait rétréci à un grand coup, hein. Le fameux Dincleosteus de 8-9 mètres qu'on a l'habitude de voir dans les documentaires et dans les films d'horreur à petit budget pas très beaux, ou bien d'autres, hein. Donc ce Dincleosteus de 8-9 mètres, cet article nous apprenait que en fait, cette estimation de taille, elle sortait du cul, elle sortait de nulle part aussi. C'était une estimation au pifomètre, voilà, au doigt mouillé, comme on dit. Et que en faisant des maths, des vrais, de la bonne science, en réalité, la taille de Dincleosteus, elle tombait presque invariablement à seulement 3-4 mètres, 5 mètres grand maximum. Donc ça vous fait rétrécir le Dincleosteus un grand coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, particulièrement si vous êtes paléo-artiste, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce Paléo News qui parle de Dincleosteus. De même, si vous êtes paléo-artiste, dans la même vidéo, on avait tous vos raptors sont faux. Voilà le chapitre de la vidéo intitulé ici tous vos raptors sont faux. Nous rappelait encore une fois que dans les documentaires, dans les films, etc., il manque toujours un petit bout de peau ici, entre l'épaule et le poignet. Donc entre l'épaule et le poignet, il est censé y avoir normalement un bout de peau chez les droméosauridés qui s'appelle le propatagium. Et pourtant, ce bout de peau était préservé depuis le début chez Microraptor par exemple, donc c'est quelque chose qu'on sait depuis les années 2000. Mais pourtant, c'était passé complètement inaperçu. Et c'est un article de 2023 qui nous l'a rappelé. Donc chapeau, chapeau. Et enfin, toujours pour les paléo-artistes, nous sommes dans la section paléo-artistes, les lèvres chez les dinosaures. On a eu un article qui prétendait nous ramener la preuve que les tyrannosauridés, et donc tous les théropodes, devaient avoir des lèvres. Mais dans cet article, c'était un peu la douche froide parce qu'on découvrait que la preuve en question, les preuves en question, c'était en fait une unique preuve, sous la forme d'une seule et unique dent. Et parce que la dent en question était pas usée, ça voulait dire qu'ils avaient des lèvres. C'est léger, et dans cette vidéo, je rappelle une règle fondamentale qui est que tant qu'on n'aura pas découvert de tissus momifiés de lèvres de dinosaures, alors ça restera plus parcimonieux, et donc plus scientifique,
de reconstituer vos dinosaures sans lèvres. Parce que tant qu'on n'a pas la preuve de l'existence d'un organe, c'est mieux de considérer que l'organe en question n'existait pas. Rassurez-vous, ce n'est pas plus scientifique de mettre des lèvres à vos dinosaures, contrairement à ce que tout Twitter a décidé de vous faire croire. Dans la catégorie « tu croyais que c'était évident alors qu'en fait non, ça ne l'était pas », l'extinction Permien-Trias et le volcanisme sibérien. Encore un grand classique des documentaires. Le lien entre l'extinction Permien-Trias et le volcanisme de Sibérie, il est direct quand on parle des faunes d'invertébrés. Parce que vous avez le volcanisme sibérien et les faunes d'invertébrés à la limite Permien-Trias, là où elles sont le mieux préservées, c'est en Chine. Donc c'est juste à côté. Donc là, on avait les dépôts volcaniques qui montraient que oui, le volcanisme et l'extinction avaient au moins lieu en même temps. Bon, corrélation n'est pas causalité, on entend bien, mais vu les dégâts, vu la quantité de magma qui a été produite pendant le volcanisme sibérien, ce serait quand même étonnant que ça ait eu aucun effet, quoi. Mais quand on vous montrait des Lystrosaurus, par exemple, quand on vous montrait des thérapsides sud-africains succomber à ce volcanisme, donc notamment des Lystrosaurus, par exemple, ça, par contre, c'était un gros raccourci, parce qu'en réalité, on n'avait aucune preuve, jusqu'à présent, que le volcanisme sibérien avait eu des conséquences sur les faunes sud-africaines, là où on trouve les Lystrosaurus. Il n'y a pas de Lystrosaurus en Russie. Il y a des faunes de thérapsides en Russie, mais il n'y a pas de Lystrosaurus, et de toute façon, la limite Permien-Trias n'est pas préservée en Russie. Donc on n'a pas cet intervalle de temps qui correspond à la crise biologique en Russie. En Afrique du Sud, on l'a, mais on n'avait aucune preuve que ce volcanisme avait eu des effets directs sur la faune en Afrique du Sud. Maintenant, c'est chose faite depuis 2023 avec un pic de mercure qui a été découvert dans le Karoo, en Afrique du Sud. Pic de mercure qui a lieu pile au moment du grand changement faunique qui a lieu à la fin du Permien, donc la crise biologique. Donc ce pic de mercure, c'est du mercure qui est, on le pense, envoyé par les volcans, parce que de toute façon du mercure ça se balade pas comme ça, il faut au moins qu'il y ait du volcanisme pour qu'il se disperse dans l'atmosphère et retombe aussi loin que ça du volcanisme, parce que l'Afrique du Sud elle était pas loin du pôle Sud à l'époque, donc pour que du mercure se dépose à cet endroit-là alors qu'il y a aucune source de mercure à proximité, c'est qu'il a fallu un volcanisme balèze, genre le volcanisme des Traps de Sibérie. Et puis les nouvelles de l'évolution humaine, évidemment, la vidéo qui a fait râler, mais alors tellement, et alors du coup j'en remets encore un coup, Ozzy qui change de visage, les analyses génétiques d'Ozzy qui montrent qu'il avait la peau quand même vachement plus foncée que qu'on croyait. Allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus, c'est tout expliqué, mais bon moi c'est un des Paléo News qui a eu le plus de vues, donc je ne pouvais pas ne pas en reparler, ça a tellement fait râler les gens que c'était juste jouissif. Dans le même épisode, on avait aussi Paranthropus, la découverte de protéines dans les os de Paranthropus, qui en soi nous apprenait rien de nouveau, mais c'est juste la première fois qu'on découvre des protéines préservées dans des ossements d'homininés de plusieurs millions d'années. Des protéines préservées dans des ossements d'homininés de plusieurs millions d'années, rien que ça, normalement, ça doit vous filer un orgasme. Ça ouvre les portes de la paléogénétique à la paléanthropologie des homininés très anciens, Paranthropus, Australopithecus, on va pouvoir découvrir des choses qu'on s'imaginait même pas pouvoir savoir. J'ai pas eu de nouvelles depuis, mais je suis certain que ça va donner des choses super intéressantes dans les années à venir. Et pour finir, un documentaire qui nous annonce des découvertes alors même que ça n'a pas encore été publié dans les revues à comité de lecture, comme ça, la boucle est bouclée avec le pliosaure du début de la vidéo. Cave of Bones, la grotte aux ossements, le documentaire sur Homo naledi qui, soi-disant, aurait enterré ses morts, mais, comme je l'avais déjà rappelé dans ma vidéo sur le sujet et qui s'affiche en ce moment à l'écran, il y a toujours rien qui a été accepté pour publication. Alors oui, les publications sont là sur le site de eLife, mais ce sont encore des préprints. Ça veut dire que il y a des commentaires qui ont été faits par des relecteurs, des pairs, d'autres scientifiques, qui ne sont pas du tout satisfaits avec ce qui est dit dans ces publications. Donc les publications sont pas encore finalisées. Donc il n'y a pas de publication, voilà, pour dire les choses simplement. Si eLife n'avait pas décidé de produire des préprints, vous n'auriez pas de publication du tout. Voilà, donc vous ne seriez même pas au courant en réalité. Et pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, ce documentaire, ce qu'il propose, c'est que Homo naledi enterrait ses morts et produisait de l'art
et faisait du feu, etc., etc. Bref, que Homo naledi avait un système cognitif qui était équivalent à celui d'Homo sapiens ou l'homme de Néandertal, mais avec un cerveau qui fait la moitié de leur taille. Et les preuves sont vraiment très très mal étayées. Elles sont très très mal étayées. Et ça, par contre, ça a été confirmé par une publication récente dans Journal of Human Evolution, donc par des experts dans le domaine qui ont fait une publication qui basiquement résume l'argumentaire que j'ai donné moi dans ma vidéo. Donc que les preuves sont pas là, que ces traits qui s'identifient comme étant faits par des homininés, en réalité c'est de l'usure naturelle de la dolomie qui crée un pattern en peau d'éléphant. Donc c'est pas parce que ça a l'air artificiel que ça l'est forcément, en gros. Bref, ils reviennent sur exactement tous les arguments que j'ai abordés dans ma vidéo, et même un petit peu plus. Donc je vous invite à aller voir cette publication scientifique qui, elle, a été acceptée et a été publiée. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles que ça de la part de l'équipe de Lee Burger concernant ce documentaire et les découvertes associées. On espère que la revue des articles en question va finir par se faire. En attendant, on a toujours les préprints. C'est ce que je vous disais, c'est toujours en préprint avec un avis de eLife, écrit ici, inadéquate. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.